Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Throughout his life, he showed us what it means to be a practitioner of good works and a good and faithful servant of God and of the people. And today, many think he was from a bygone era. But in reality, he saw well into the future. C'est Joe Biden qui faisait une élogie pour Jimmy Carter lors des funérailles de l'ancien président. Écoute, Luc, je pense qu'avec Gerald Ford, Jimmy Carter est un des plus mal aimés des anciens présidents des États-Unis, à moins que On aime l'homme. On a beaucoup aimé ce qu'il a fait pour les pauvres, par exemple, la construction de maisons, tout ça. Mais, mettons, le règne de Jimmy Carter à la Maison-Blanche n'est pas particulièrement éblouissant. Écoute, c'est un de ceux, quand on regarde, moi, j'aime bien, je suis friand des choix d'experts en politique ou d'historiens, des Américains assez régulièrement. Quels sont les meilleurs présidents du 20e, 21e siècle maintenant? Quels sont vos préférés? Il y a des noms qui reviennent toujours. Et au bas, habituellement, il y a Herbert Hoover, qui est là en 1929 pour le crash et pour la crise économique. Il y a Gerald Ford et il y a Jimmy Carter. Et j'ai toujours trouvé, quand on se prononce comme ça, parce que M. Hoover, en passant, est un homme également d'une grande qualité. On l'oublie souvent. Là, il y a un passé avant d'être président. Puis il y a ce qu'il fait après aussi. C'est un homme qui avait une grande valeur. Mais c'est vrai qu'au plan politique, le synchronisme pouvait pas être pire pour lui. À une époque où on n'a pas encore, on est sur le point de le faire, inventer l'État-providence. Donc, quand on vit la crise, on la vit, mais écoute, sans filet social. On a beau trouver qu'il est mince aux États-Unis, il y en a un, il n'y en avait pas à l'époque. Jimmy Carter est un peu victime de deux choses comme président. Il est victime d'un contexte qui a été très difficile, un peu comme Joe Biden est confronté actuellement à un problème d'inflation qu'il est arrivé à pas résorber, mais à contrôler d'une certaine manière. Il n'a pas tous les leviers dans ce domaine-là. Mais Carter a payé pour une période inflationniste très dure. Il a payé aussi, bien sûr, pour une situation internationale qui était explosive, puis un jeu de la part de Ronald Reagan à l'époque qui était plus ou moins limite quand on négocie la façon dont on va annoncer le retour des otages. Ça se fait tout de suite après que M. Reagan on se rappelle de l'événement, ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont étudié cette période-là. Mais il paie aussi pour son style, Jimmy Carter. Donc, c'est quelqu'un qui est foncièrement honnête, au point, je pense, d'en être maladroit dans les communications. Et ça, c'est subjectif, mais il pouvait très bien vendre aux Américains ce que Ronald Reagan a vendu à l'époque. C'est un champion de l'image, c'est un champion de la formule, Ronald Reagan, une campagne qui était très habile. Et pourtant, son contexte n'est pas très différent de celui de Jimmy Carter. Au plan économique, les réalisations économiques de Jimmy Carter, quand on compare ça avec lui de l'administration, écoute, on vire pas le monde à l'envers non plus. Mais M. Carter était tellement transparent, je pense, honnête et sincère, qu'il n'arrivait pas à profiter d'une bonne nouvelle pour ne vendre que le côté positif. Dire aux Américains, oui, ça s'est amélioré, mais... Et là, en fait, il jouait l'avocat du diable. Il était parfois son propre adversaire quand il s'exprimait. Et je pense aussi, ça c'est une analyse maintenant avec plus de perspective, mais je pense aussi qu'il a voulu faire de la politique entouré vraiment de son équipe de la Géorgie. Mais quand on arrive à Washington, ça prend des gens qui connaissent le tabac, ça prend des gens qui ont de l'expérience, ça prend des gens qui sont capables de jouer en coulisses, de tirer les bonnes ficelles. Je pense que ça lui a pris une trop longue période avant de comprendre qu'il avait besoin de 109 dans son équipe puis de vétérans de Washington. Écoute, corrige-moi si je fais erreur. Tu sais à quel point j'aime le cinéma et toi aussi. Jimmy Carter, c'est un personnage d'un film de Frank Capra. Tu sais, Mr. Smith Goes to Washington, tu sais, le bon gars d'une petite ville, puis qui arrive soudainement à la Maison-Blanche, puis tu sais, il est pas street smart, là, tu sais, il a encore gardé ses petits ses réflexes. Je pense que le petit côté terre-à-terre, le côté batailleur de ruelle, le street smart auquel tu réfères, je pense qu'il y avait un peu de ça qui manquait également à Jimmy Carter.
En même temps, ça lui permet, autant à la présidence qu'après la présidence, puis même avant, je pense qu'il colle finalement, ce que je veux dire, aux propos qu'avait Joe Biden en ouverture de segment. Ce que M. Biden disait, c'est on pense que ce genre de politicien-là, c'est un politicien du passé. Et moi, il dit, je pense au contraire qu'il l'a vu dans l'avenir. Grosso modo, bien sûr, il y a Donald Trump assis en avant de lui, Joe Biden, aujourd'hui, quand il parle de Jimmy Carter. Là, c'est facile de parler d'abus du pouvoir, de générosité, d'une chance égale pour tout le monde. Mais en même temps, il est en train de passer le message. Ça nous manque, ça, cette espèce de respect, cette politesse, éviter de tomber dans la partisanerie, mais de manière maladive. Et c'est pour ça qu'il a, c'est exactement les termes qu'on a choisis dans l'extrait, c'est on pense que tout ça, c'est révolu. Non, non, non. On a besoin que ça revienne. C'est ce qui nous manque le plus cruellement aujourd'hui. C'est très bon. Parlant d'impolitesse et de grossièreté, on va parler de Trump. Écoute, alors qu'on est en train de statuer qu'est-ce qui va arriver là, avec l'affaire Stormy Daniels, tu m'as écrit, j'en reviens pas. Non, Donald Trump a jasé avec le juge. Il a parlé avec le juge. Voyons donc. Écoute, il y a deux histoires qui, une fois de plus, se retrouvent devant la Cour suprême. Si la Cour suprême accepte d'entendre, bien sûr, ces deux causes-là. Il y a l'histoire de Stormy Daniels. Donc, ce qu'on voulait, c'est empêcher que demain, qu'on devrait annoncer la sentence de Donald Trump dans le procès de Stormy Daniels ou pour le versement de la somme qu'on a versée frauduleusement à Stormy Daniels. Et il y a un autre dossier, c'est que le procureur Jack Smith a abandonné les poursuites contre Donald Trump dans l'assaut du Capitole, mais il a dit, c'est pas à moi de le décider. Je laisse ça entre les mains du ministre de la Justice ou de Joe Biden, mais on peut dévoiler mon rapport, par exemple, sur on peut parler de crimes allégués, finalement, pour Donald Trump. On ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas de procès. Mais donc, on a dit ce rapport-là de Jack Smith, du procureur spécial, peut être rendu public. Et Donald Trump est intervenu également, les avocats, pour dire non, il faut que la Cour suprême intervienne là-dedans. Il y a deux histoires, donc, qui se sont croisées ou qui vont se croiser à la Cour suprême. Et ce qu'on apprend, c'est que juste avant que la Cour suprême apprennent, que les 9 juges apprennent qu'on les sollicite dans l'histoire de Stormy Daniels, Donald Trump parle directement à Samuel Alito. Le prétexte, c'est, je pense, engager quelqu'un qui a déjà travaillé pour vous. Je voudrais des références. Écoute, là, vraiment. Le juge Alito a dit, non, moi, je savais pas qu'on allait recevoir la demande. Donc, mais écoute, est-ce qu'on a besoin, ne serait-ce que, limitons-nous aux apparences. On n'était pas ils n'étaient pas sur écoute. On ne sait pas ce dont ils ont parlé. Le président élu des États-Unis dans une affaire qui le concerne directement, il sait que ses avocats vont faire parvenir cette demande-là à la Cour suprême. Un juge de la Cour suprême qui est considéré comme conservateur décide de prendre l'appel du président élu. Peu importe le contexte dans lequel on imagine ça, peu importe les propos qui ont été tenus, c'est pas autre chose pour moi qu'une faute éthique grave. Cool. Écoute, imagine, changeons le nom. Imaginons Joe Biden intervenir auprès de la Cour suprême pour des histoires alléguées de son fils et lui qui aurait magouillé en Chine. On n'imagine pas ça. Puis les républicains seraient les premiers à monter aux barricades. Et avec raison, je serais avec eux cette fois-là. Non, mais tu sais, il y a des gens qui disent... Il y a quelque chose de profondément inquiétant. Les gens qui disent, il va trop loin, Trump, mais faites-vous-en pas, parce que les États-Unis, c'est une démocratie, puis le système de justice est indépendant. Mais là, quand tu vois ça, tu te dis, voyons donc, tu sais, c'est un juge de la Cour suprême qui parle au président alors qu'il devrait être... Il devrait avoir un coupe-feu entre les deux. Incroyable. Et moi, je reviens encore sur, parce qu'on ne l'a pas fait, revoir en profondeur le code d'éthique des juges de la Cour suprême. Combien de fois, toi et moi, dans les dernières années, on a parlé de choses qui sont sorties, pour lesquelles on a des preuves, de juges conservateurs de la Cour suprême qui se font payer de riches cadeaux, un VR, une maison, un voyage en avion, un voyage en Alaska, une croisière, par des gens qui sont des lobbyistes et qui risquent d'influencer le travail des législateurs et ceux qui se présentent devant la Cour suprême. On partage le même lit, littéralement. Ça me semble particulièrement inquiétant. Non, oui, voilà. Alors, ces gens-là devraient être des garde-fous. Et quand on dit garde-fous, c'est garde-fou. Hein? C'est vraiment, le mot est bien choisi. Merci beaucoup, Luc. La liberté à demain. Salut. Bye, Richard. Une bonne fin de journée.